Bonjour. Bonjour Marie. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans le live prématurité. Je vais juste inviter notre intervenante aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Salut Marie. Ça va, tu m'entends? Parfait. C'est pareil de ton côté? Ouais, très bien. Super. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, du coup, on va parler de prématurité. C'est la journée mondiale de la prématurité. Donc, c'était quand même l'occasion d'aborder ce sujet qui tient tant à cœur à Marie. Et on va peut-être commencer par là. Je vais te laisser te présenter. Ça marche. Donc, je suis Marie, je suis infirmière puéricultrice et j'ai travaillé pendant 16 ans en réa néonate auprès des bébés prématurés et de leurs familles. Et aujourd'hui, en plus de travailler aux côtés de mai avec plaisir, je fais aussi des consultations en libéral pour poursuivre cet accompagnement lors de l'arrivée à la maison de tout bébé, mais particulièrement des bébés prématurés, parce que je suis aussi consultante en lactation, donc je peux soutenir aussi l'allaitement. Voilà. Merci beaucoup. Je me présente rapidement avant qu'on plonge dans le vif du sujet. Donc, je suis Cécilia, je suis la cofondatrice de l'application May dont a parlé Marie. Euh, Globalement, sur May, le sujet, c'est de pouvoir vous accompagner dans vos questionnements et de vous donner aussi la bonne information au bon moment. Donc, concrètement, sur l'app, les parents, futurs parents, ont accès à déjà énormément de contenu, des articles, des fiches pratiques qui sont tous faits comme, par des professionnels de santé, comme Marie, qui a écrit beaucoup de choses sur la prématurité dans l'APME. Et vous pouvez aussi parler avec l'équipe de soins dans laquelle il y a des infirmières puéricultrices, des sages-femmes et des pédiatres qui vous répondent par chat tous les jours de 8h à 22h. Donc, vous posez toutes vos questions. Je ne vais pas être trop longue du coup sur la présentation de mai. Donc aujourd'hui, on va parler de prématurité. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Vous en avez déjà posé quelques-unes en amont, donc je vais relayer tout ça à Marie. On va essayer d'aborder différents sujets, à la fois le vécu autour de la prématurité pendant l'hospitalisation, parce que bien sûr c'est la première phase, et là il y a pas mal de questions à ce sujet. Et puis aussi, n'hésitez pas à poser vos questions à partir du retour à la maison et quand l'enfant grandit. Vous nous avez posé des questions autour de quand est-ce qu'on commence la diversification, jusqu'à quand est-ce qu'on prend en compte âge réel, âge corrigé, etc. Voilà, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, je les poserai au fil de l'eau à Marie. Peut-être pour déjà bien se remettre les idées au clair pour ceux qui n'ont pas tout ça en tête, est-ce que Marie, tu peux nous expliquer déjà ce que c'est la prématurité, quand est-ce qu'on est prématuré, quels sont les stades de la prématurité? Ça marche. Alors la petite précision nécessaire, c'est que lorsqu'on commence à suivre les grossesses, on ne va pas parler en semaine de grossesse, mais en semaine d'aménorrhée. C'est-à-dire en fait qu'on va prendre en compte la date des dernières règles. Et donc on a un décalage de 15 jours entre la date des dernières règles et donc la fécondation de l'œuf et le début officiel de la grossesse. Mais tout ce qui va être suivi médical, ça va être en semaine d'aménorrhée. Donc c'est ainsi qu'on va définir la prématurité. Une grossesse à terme, c'est 41 semaines. On va considérer que toute naissance est prématurée quand elle arrive avant 37 semaines d'aménorrhée, ce qui correspond à peu près à 8 mois et demi de grossesse. Donc les enfants qui naissent entre 37 et 41 semaines, au cours du 9e mois, en fait, ils sont nés un peu plus tôt, mais ils ne sont pas prématurés. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ils vont aller en maternité avec leur maman si le poids est correct, si tout va bien. Okay. Par contre, en dessous de 37 semaines, il y aura besoin d'un suivi un peu plus spécifique. La prématurité, c'est très très large parce qu'on vient de voir que c'était en dessous de 37 semaines. Mais à côté de ça, en France, on commence à réanimer des bébés à partir de 24 semaines d'aménorrhée. Donc en gros, c'est très très large. Entre 24 semaines, on est sur du 5 mois et demi de grossesse, jusqu'à 37. Donc il a fallu un petit peu classifier. Donc on a trois grands types de prématurité. On a la prématurité modérée qui va être entre 32 et 37 semaines. Okay. Ensuite, on va avoir la grande prématurité qui va être entre 28 et 32 semaines. Et ensuite, on aura l'extrême prématurité ou les prématurissimes qui sera en dessous de 28 semaines. Donc, pour donner un petit exemple un peu rapide, une concordance en fait, la prématurité modérée, c'est 7 à 8 mois de grossesse.
La grande prématurité, c'est 6 à 7 mois de grossesse et l'extrême prématurité, c'est avant 6 mois de grossesse. Ok. Voilà, ça donne un ordre d'idée. Et une dernière précision aussi, parce que du coup, ça semble toujours très impressionnant et ça l'est à 6 mois de grossesse. Ouais. Pour avoir un ordre d'idée, la prématurité modérée, c'est 85% des naissances prématurées. Ensuite, quand on est en dessous de 32 semaines, entre 32 et 28, c'est 10%. Et en dessous de 28, on est oui, on est à 5% des enfants qui naissent prématurément. Donc la grosse majorité des bébés qui naissent prématurément, c'est entre 32 et 37 semaines. Sachant que, si je me trompe pas, corrige-moi si je me trompe, mais c'est 8 à 10% des bébés qui naissent prématurés. Donc, c'est pas 5% des naissances, hein, c'est Alors, 5% parmi les oui, bébés oui, c'est ça. prématurés. C'est Donc, ça. c'est Ouais, heureusement tout quand à même fait. un petit nombre d'enfants dont on parle. C'est ça. C'est juste pour Ouais. reconsidérer qu'effectivement, il y a beaucoup d'histoires de bébés en dessous de 28 semaines, hein, et c'est des sacrés combats. Mais au final, dans la proportion, tu as raison, on est sur 10%, enfin, on est sur 5% des 10%. Okay. Voilà. Pour avoir un ordre d'idée, en France, en fait, il y a un bébé qui naît prématurément toutes les 8 minutes. Ça fait 165 par jour environ et en gros 60 000 naissances dans l'année. Okay. Par contre, ce taux a augmenté depuis les 15 dernières années. Alors, il a aussi augmenté parce qu'on les dépiste mieux, qu'on les prend mieux en charge et qu'il y a plus d'accompagnement dans les procédures d'accompagnement médicalement assisté, enfin de procréation médicalement assistée. C'est pour ça aussi que... Et il y avait un chiffre intéressant que j'avais vu passer en regardant, il y a différentes études qui ont été faites, il me semble que c'est au Danemark, en Irlande. Pendant le confinement, le nombre de naissances prématurées a chuté de 90%. Alors, c'est pas toutes choses étant égales par ailleurs, parce que comme tu dis, il y a peut-être des grossesses, enfin, on aurait peut-être déclenché certaines femmes pour des raisons pathologiques, etc. Mais quand même, ça laisse penser aussi que le rythme de vie des femmes enceintes, quand on peut rester au calme, prendre soin de soi et ralentir un peu, on les garde plus longtemps au chaud, quoi. Alors, c'est effectivement une étude qui a été faite pas qu'au niveau de la France, mais au niveau de l'Europe, internationale. Il y a des papiers qui commencent à sortir au niveau des pays du Nord, là. Il faut encore creuser un peu plus et pas rester juste sur de l'observation, mais effectivement, le fait de ne plus avoir les transports en commun, de se poser, d'avoir un rythme de vie un peu plus calme, a peut-être freiné en partie les naissances prématurées. Il y a effectivement une chute d'activité dans les services de réa qui s'est vue autour de moi, dans mes collègues et dans différents services. Après, donc, le fait d'être au calme, mais aussi, je pense qu'ils avaient une piste par rapport au fait de moins rencontrer de monde, donc d'avoir moins d'infections, de transmission, de pathologies qui pourraient fragiliser pendant la grossesse. Alors, c'est hyper important d'en prendre compte, mais en même temps, il ne faut pas que ça culpabilise les mamans en se disant, voilà, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, ce gros sentiment de culpabilité, de pourquoi j'ai accouché, voilà. Donc, il faut prendre soin de soi, mais en même temps, il ne faut pas se dire, si j'avais pris soin de moi, peut-être que ce ne serait pas arrivé. Voilà, c'est pas aussi facile que ça. Non, c'est clair. On l'imagine du coup, et on va en parler, la prise en charge est du coup très différente entre un bébé qui est né à 26 SA et un bébé qui est né à 36 ou un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous dire, c'est une question qui est remontée, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête en fait quand on est parent d'un enfant prématuré? Qu'est-ce que ça va causer en fait? Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête dans la façon dont on regarde son bébé, dont on répond à ses besoins? Alors effectivement, plus la naissance va être précoce, plus le bébé va être immature, puisqu'il va avoir moins de temps pour se développer in utero. En fait, la prématurité, c'est l'immaturité principale, c'est neurologique, parce que le cerveau se développe énormément entre 24 et 32, 33 semaines, et continue à se développer après, mais il y a une grosse activité à ce moment-là. Donc effectivement, les bébés qui vont naître précocement, ils vont être immatures au niveau neurologique, et c'est quand même le cerveau qui contrôle énormément toutes les fonctions du reste du corps. Donc suite à ça, vont découler plusieurs immaturités. Donc comme au niveau du cerveau, c'est un petit peu... pas encore optimal. Le bébé peut avoir des ralentissements cardiaques, il peut avoir des pauses respiratoires, des apnées. Donc, c'est des enfants qui auront besoin d'être scopés pour pouvoir surveiller ce qui se passe et réagir en cas de besoin. Scopé, ça veut dire quoi? Alors, scopé, ça veut dire avoir une surveillance avec des électrodes qui seront posées pour avoir sur la machine le rythme du cœur, le rythme respiratoire, la saturation, le taux d'oxygène que le bébé a dans le sang pour savoir comment il respire. Et donc, par rapport à ce taux d'oxygène dans le sang, justement, les bébés ont une immaturité aussi pulmonaire, ventilatoire. Les poumons, ils sont pas encore hyper prêts. Et là, on a vraiment une scission entre avant 28 SA et après 28 SA. Toutes les mamans qui sont en menace d'accouchement prématuré, elles vont avoir des piqûres de corticoïdes parce qu'on s'est rendu compte que ça mature les poumons et que justement, c'est super parce que ça permet à la naissance
d'avoir des bébés qui vont mieux gérer cette immaturité-là. Alors, ça ne règle pas tous les problèmes, mais il y a une grosse différence entre ceux qui l'ont eu et ceux qui ne l'ont pas eu. Et il y a une grosse différence entre ceux qui naissent avant et 28 semaines d'aménorrhée. Ok. Donc, l'immaturité pulmonaire, on va devoir du coup les aider en attendant qu'ils soient un peu plus autonomes parce que ça fatigue énormément déjà, ça demande beaucoup d'énergie pour respirer, donc du coup, c'est de l'énergie qu'ils n'ont pas pour prendre du poids. Et à côté de ça, il y en a certains où ils n'y arrivent pas en fait, c'est trop compliqué. Donc, on va plus ou moins les aider au niveau de la respiration. Ok. Donc, c'est une des immaturités. Après, au niveau neuro, il y a aussi l'immaturité de régulation de la température. Donc, c'est des bébés qui auront besoin d'être en couveuse. Pour pareil, ne pas trop perdre d'énergie en essayant de se réchauffer. Tout ce qu'ils font demande de l'énergie et du coup empêche de prendre du poids. Puisque Jusqu'à quel l'énergie qui est perdue pour terme ça, on doit passer par la couveuse? alors la couveuse, elle va être... en fait, on a différents types de couveuses. On a vraiment les couveuses fermées pour les tout petits bébés. Et puis après, des fois, on a des tables chauffantes ou des berceaux chauffants. Donc j'ai envie de te dire qu'avant 34 semaines, ils sont généralement en couveuse. Et en plus, ça permet surtout qu'ils soient déshabillés, donc de surveiller comment ils respirent, la coloration de la peau, enfin des trucs cliniques importants pour les soignants. Après, on va quand même continuer des fois des berceaux chauffants, toujours pour éviter qu'ils perdre de l'énergie à se réchauffer, le temps que ça aille mieux, et puis dès que ça va mieux, on quitte le berceau chauffant. Donc des fois c'est utile c'est le petit coup de pouce en plus, quoi, plutôt que de les laisser se refroidir. Donc la couveuse est essentielle. L'immaturité, elle va être aussi au niveau de l'élimination, de la digestion. Les intestins, ils ne sont pas encore prévus pour qu'il y ait du lait qui passe. Donc on va commencer tout doucement de donner du lait par une petite sonde gastrique qui va aller directement dans l'estomac. Parce qu'au niveau neuro, le bébé, il n'est pas encore hyper optimal pour faire déglutition. Enfin, je tète, j'avale et je respire en même temps. Donc en attendant vers au gros 32, 34 semaines qu'il soit capable de faire ça, on va lui mettre le lait directement dans l'estomac par une sonde. Okay. Et comme on ne peut pas mettre de grosses quantités de lait tout de suite, il aura des perfusions. On va apporter les nutriments nécessaires par perfusion. C'est quand même incroyable. Donc ça, voilà, c'est du matériel en plus, quoi. Donc voilà pour les immaturités. Mais ce qui est important à savoir aussi, c'est que ce bébé, avec toutes ces immaturités, il a quand même des sacrées compétences qu'il ne faut pas négliger. Il est capable de reconnaître la voix de ses parents, l'odeur de sa mère, l'odeur du lait de sa mère. Il est capable de voir. Et souvent, ce que les parents ont peur, en fait, c'est qu'il ne soit pas fini. En disant, il est né trop tôt, il va manquer des orteils, les oreilles ne sont pas finies. En fait, non, pas du tout. C'est juste qu'il est petit et qu'il est immature, mais il est fini. Ouais. À ce terme-là, quand ils naissent, voilà, ils sont visuellement, ils sont très petits, mais ils ont tout ce qu'il faut où il faut. On dit souvent d'ailleurs que les derniers mois de grossesse, c'est des mois de maturation des organes qui sont déjà en place et surtout des mois pour prendre du poids en fait, pour grossir. C'est ça, oui. Donc, ouais, tout à fait. Okay. Donc par rapport à ce terme et par rapport aux besoins du bébé, c'est-à-dire que plus il va poursuivre sa grossesse, moins il aura besoin d'aide, donc il y aura moins besoin de matériel, donc il aura moins besoin de soins omniprésents, quoi. Voilà. Donc ça dépend vraiment de ça. Et ce qui est important à dire aux mamans, c'est que ce n'est pas le poids qui compte le plus, c'est vraiment le terme. C'est-à-dire que si on a un bébé de 29 ou de 30 semaines qui a un retard de croissance et qui fait moins d'1 kilo, on sera plus tranquillisé parce qu'on est au-dessus de 28 semaines qu'un bébé qui serait à 27 avec un bon poids. Voilà, c'est pas le poids est très impressionnant, mais nous on est plus sur la maturation, enfin sur la maturité du bébé, sur son terme de naissance. Voilà, donc d'où le fait de dire aux mamans chaque jour, limite chaque heure où vous le gardez un peu plus au chaud va compter. Ok. Et tu as parlé du coup de toute cette surveillance, le fait de pouvoir apporter l'alimentation, les perfusions, le scope, l'assurance respiratoire, etc. Donc j'imagine qu'à ce sujet, les progrès de la médecine et les progrès techniques ont été incroyables pendant ces dernières années. Je crois qu'il y a aussi des grandes avancées sur tout ce qui va être ce qu'on appelle les soins de développement. C'est-à-dire que c'est la partie peut-être non médicale, mais tout aussi importante pour la maturation du bébé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors oui, tout à fait. En fait, pendant les 30 dernières années, le but, c'était de réussir à faire survivre ces enfants. Et on a bien vu l'évolution. Même moi, à ma petite échelle, entre le moment où j'ai commencé et le moment où je suis partie, on n'avait pas tellement de bébés de moins de 1000 grammes il y a 17 ans. Et puis maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent et journalier. Donc en fait au début ils étaient vraiment sur des machines adaptées parce que c'est vrai que on savait faire de la réa chez les adultes et on a calqué chez les enfants la façon dont on le faisait chez les adultes. Puis après ils se sont dit
les machines, elles ne sont pas hyper adaptées. Donc, ils ont adapté des ventilateurs qui étaient mieux pour les enfants, qui faisaient des pressions moins fortes, enfin voilà, toutes ces choses-là. Mais ils sont restés sur ce truc d'environnement en disant, bah, en réa, il faut pouvoir les surveiller, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut que les gens soient côte à côte, qu'on soit efficace et tout ça. Et puis, il y a eu des études régulières avec des cohortes d'enfants pour voir comment se passait justement l'évolution des bébés prématurés. Il y en a eu une dans la fin des années 90 et ils en ont refait une vers 2010, il me semble. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'on avait gagné en bébés qui survivaient, c'est-à-dire qu'on avait de plus en plus de survie avec des termes qui étaient de plus en plus bas. Par contre, quelle était la qualité de vie pour ces bébés? C'est-à-dire qu'en gros, c'était quand même des bébés qui avaient des troubles de développement après. Alors, on parle surtout des enfants en dessous de 28 semaines, hein, c'est toujours voilà, donc des 5%, des 10% de bébés prématurés. Et ils se sont dit, mais on n'arrive pas finalement à jouer sur ces séquelles, alors qu'on a de meilleurs traitements, de meilleures machines. Alors du coup, bah, peut-être que c'est l'environnement finalement qui pourrait jouer. Donc ils ont commencé à faire des études là-dessus et ils se sont rendus compte qu'il y avait un impact dans la façon de s'occuper du bébé et donc de l'environnement. Et donc c'est ce qu'on appelle la philosophie des soins de développement. On entend souvent parler du NIDCAP, qui est un programme vraiment défini, protocolisé de soins de développement. Les soins de développement, ça va fonctionner sur trois principes spécifiques. C'est de diminuer le stress du bébé, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce bébé, il est tellement immature au niveau neurologique que quand il y a un truc qui ne gère pas au niveau du stress, par exemple une porte qui claque, une lumière vive, nous, on est mature au niveau de notre cerveau, on va sursauter. Au pire, un bébé à terme va pleurer. Et lui, en fait, il n'est pas capable d'avoir cette maturité-là. Du coup, il va bradycarder. Ça veut dire qu'en gros, son cœur va ralentir ou alors il va faire une pause respiratoire. Donc avant, on se disait, oh là là, ces bébés, ils bradycardent trop. On va trouver tel traitement pour qu'ils arrêtent de faire des bradys. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en fait, finalement, quand on baissait les lumières, quand on faisait attention au bruit, quand on respectait le rythme de l'enfant, il y avait moins de bradycardie, dis donc. Parce qu'en fait, il était moins stimulé et lui, sa façon de réagir, c'était pas de pleurer en premier, c'était de faire des ralentissements cardiaques. Okay. Donc on s'est dit, on va diminuer le stress. Donc on essaye de mettre des caches couveuses, de baisser la lumière. On appuie les néons la nuit, on met des petites lampes sur le côté. On fait attention à ne pas faire la visite du matin à 15 autour de la couveuse, mais d'être avec des pièces fermées, enfin des chambres fermées, des chambres un peu plus individuelles pour que les bébés, ils aient chacun leur... qu'ils ne soient pas embêtés quand c'est l'autre qui sonne. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, diminuer le stress. Ensuite, ils se sont dit, on va faire attention au bien-être du bébé. Ça va un peu avec, en fait. Ça paraît logique quand on va faire nos soins, alors ça paraît logique, mais il y a 30 ans, on pensait que le bébé, il avait pas mal, qu'il avait moins mal. Alors qu'en fait, on se rend compte maintenant que justement, comme il est immature, il peut plus se ressentir. Donc on s'est dit, on va faire des soins en respectant son rythme. On va vérifier quand est-ce qu'il dort, quand est-ce qu'il est réveillé. On va essayer de le regrouper. S'il est installé dans un cocon, du coup, il va être plus rassuré. Il va trouver par lui-même ses mains autour de sa bouche, etc. Donc en fait, on a beaucoup plus observé le bébé et on a fait les soins en fonction des signes qu'il nous renvoyait. Là, je sens qu'il se fatigue. Il me montre des signes qui font qu'il fatigue. Je vais arrêter les soins. Je vais le laisser dormir. Et la troisième chose qui pour moi est la plus importante, c'est qu'on s'est dit que les parents, il fallait qu'ils soient intégrés aux soins. C'est qu'en gros, ces parents qui au début, dans les années 80, avaient le droit de venir 2 heures par jour, puis après, qui ont le droit de participer aux soins, et en fait, on s'est enfin rendu compte que c'est pas qu'ils ont le droit de participer aux soins, c'est qu'en fait, si ce sont eux qui font les soins, ça va beaucoup mieux pour le bébé. Il va aller mieux, il va guérir plus vite, il va mieux respirer. Donc en fait, les parents sont des partenaires de soins et ils sont capables de co-réguler leur bébé. C'est-à-dire que leur bébé, si c'est les mains des parents sur eux, ils vont moins faire de bradycardie. Okay. Donc voilà, on diminue le stress, on fait attention au bien-être de l'enfant en individualisant les soins et on inclut les parents dans les soins. C'est ça les soins de développement. Et j'y tiens beaucoup en fait. Ouais, je sais. Et c'est fait dans toutes les maternités, dans tous les services de néonat, etc. Ça ou c'est pas... Alors en fait, ça commence. Maintenant, je pense que tout le monde en a entendu parler. Mais pour te donner un exemple, dans le service dans lequel je travaillais, moi, on a commencé à en parler quand j'ai commencé en 2004. Et là, quand je rencontre des gens de toute la France et tout, il y en a certains qui sont sensibilisés là depuis 6 mois. Ah ouais. Parce que ça demande une remise en question de toute la pratique. Ça veut dire observer l'enfant, donc ça veut dire savoir l'observer, prendre le temps de l'observer et pas dire là il est 8 heures, c'est l'heure du biberon, ou c'est l'heure de la tétée, ou c'est l'heure de la pesée, mais de se dire là il dort, j'attends un peu, du coup je vais commencer plutôt à m'occuper de lui, ah oui mais lui j'attends les parents, voilà.
Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas avoir peur parce que le programme NIDCAP, c'est un truc qui est très coûteux, qui demande Ok. beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais finalement, chacun à son échelle. Nous, dans notre service, on n'avait pas le NIDCAP, mais par contre, on a mis des caches-couveuses, on a essayé de parler moins fort. Donc, en fait, on peut chacun, à notre échelle, faire des petites choses pour changer notre façon de prendre en charge l'enfant. Et puis le fait d'inclure les parents, c'est essentiel. C'est le combat principal de l'association de soutien à la prématurité, de SOS Préma, Ouais. qui se bat pour ça. Pour les enfants et Voilà. aussi, j'imagine, pour les parents, pour qui Alors voilà, c'est trouver ça, une place aussi pour que de les parents devenir ne soient parents pas aussi, visiteurs. quoi. Enfin, Ouais. Et qu'ils ne soient pas visiteurs, qu'ils n'aient pas le ouais. droit de venir voir leur enfant. En fait, ils font partie, enfin, ils sont auprès de leur enfant. Et d'ailleurs, ils ont annoncé aujourd'hui, ils ont dévoilé la charte du nouveau-né hospitalisé qui s'appuie sur des études scientifiques de création du lien, du bien-être du bébé pour prouver qu'un bébé a besoin d'avoir ses parents disponibles à côté de lui 24 heures sur 24, sans aucune entrave. Ouais. Fallait-il le prouver qu'un bébé avait besoin de ses parents? Bah, On des a eu une fois, question de Clara qui nous demande si tu peux parler des lits kangourous. alors oui, alors la méthode kangourou, vraiment le terme méthode kangourou, c'est la méthode qui a été développée à Bogota, en Colombie, où en fait ils n'avaient pas assez de couveuses. Donc du coup, ils se sont dit, ben, on va les mettre contre les parents toute la journée, 24 heures sur 24, comme ça va les réchauffer. Et ils se sont rendus compte qu'en faisant ça, en fait, c'était des bébés qui perdaient moins de poids, qui respiraient mieux, qui sortaient plus vite. Donc la vraie méthode kangourou de base, c'est un bébé 24 heures sur 24 sur ses parents, qui est alimenté, on propose le sein toutes les heures et demie, avec un retour précoce à la maison, enfin un encadrement des parents. C'est vraiment une méthode particulière. Sauf que c'est 24 comme heures les sur soins de 24 développement. pour Oui. sur les parents, mais Alors, tu peux tu te aller faire relèves. pipi En fait, ou... alors, tu as le papa, tu as la maman, et puis tu as la famille au D'accord, sens large. Il peut d'accord. y avoir le tonton, la tata, la grand-mère. Voilà. Et en fait, ce truc-là vraiment très spécifique, eh ben, on s'en est inspiré dans tous les autres pays avec le pot à pot, qui est une des recommandations de l'OMS. Hein, voilà, la mère a besoin de faire du pot à pot avec son bébé et vice-versa. Et du coup, on a développé ce qu'on appelle des chambres, alors, des chambres kangourous. Alors, il y en a qui préfèrent dire des chambres koala pour justement différencier le fait que kangourou, c'est vraiment 24-24. Koala, en fait, c'est pour des bébés qui ont besoin de soins spécifiques, une surveillance avec ce qu'on disait, le monitoring, le scope, qui ont une sonde gastrique, qui vont avoir une petite perfusion, mais voilà, qui vont relativement bien, et ben on va pouvoir hospitaliser la maman et le bébé dans la même chambre. Et donc, en fait, les soignants viendront faire les soins dans la chambre, mais la maman sera dans cette chambre-là, elle aura son lit, pourra manger dans cette chambre-là. Et on essaye de plus en plus, et c'est un des, pareil, des chevaux de bataille de SOS Préma, de faire des chambres parents-enfants, même pour des bébés qui nécessitent plus de soins. Mais là, on est sur des organisations architecturales un peu différentes parce qu'il faut de la place pour mettre un grand lit et puis pour mettre après toutes les machines. Mais toujours dans cet objectif de pouvoir rapprocher les parents et leur permettre d'être là en continu. Donc, Et du coup, c'est toi intéressant. qui, je crois en plus, c'est un peu des collègues dans différents services de néonat, etc. Donc, j'imagine que c'est pas pareil partout, on le disait. Est-ce que Mm. toi, tu conseilles aux parents aussi d'oser demander, en fait, Oui. d'aller, de pouvoir être justement co-régulateur des soins, d'être très présent, même d'insister éventuellement si c'est pas dans les pratiques du service? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut que les parents ils trouvent leur place de parents et il ne faut pas hésiter au moins à poser la question. On ne peut pas interdire à un parent de rester la nuit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire, c'est-à-dire dans la charte de l'enfant hospitalisé, dans les droits de l'enfant, il a le droit d'avoir ses parents 24 heures sur 24 avec lui. Donc c'est des chartes, c'est pas des textes de loi, mais ça fait quand même un poids hein, d'appui. Là, avec cette nouvelle charte, ça va être encore plus facile. Après, faut aménager. Moi, dans mon service, il n'y avait pas de chambre mère-enfant. Par contre, on avait des fauteuils, alors plus ou moins confortables. Donc après, on disait aux mamans, il n'y a pas de souci pour que vous puissiez rester dormir cette nuit si vous voulez à côté de votre bébé. Par contre, on n'a que ça. En fait, c'est à vous proposer pour dormir. Et souvent, c'est là Ouais. où ça coince. Nous encore, on avait grâce à l'association de mon service, on avait acheté un fauteuil qui s'allonge parce que c'est les associations qui financent ça. Hein. Les services n'ont pas forcément les moyens. Quand tu as des services où on te propose juste une chaise qui est pliante pour rester à côté de ton bébé et passer la nuit, bah, tu as beau vouloir passer la nuit à côté de lui sur une hospitalisation de plusieurs mois, Plusieurs mois, c'est pas c'est pas possible. possible, quoi. Non, c'est pas tenable. Donc il faut demander. Après, il y a des services où on peut déplier des lits. Il y a des services où il y a des maisons des parents qui sont à côté. Parce que quand on est en province, des fois, on est à 200 Hum. km de son habitation. Donc il y a des maisons des parents qui permettent de dormir.
Il faut vraiment pas hésiter et demander. Voilà, Ok. c'est important. Et après, ça s'adapte. Et souvent, les infirmières des services, elles sont là pour essayer de trouver Bien sûr, des une façon solutions. d'adapter ouais, pour que les mamans, elles restent. Et plus il y a des chambres individuelles, plus c'est facile. Parce que c'est pareil, rester dormir Mm. dans des chambres où il y a 3, 4, 5 couveuses, c'est pas évident. Alors Clara, je suis pas sûre de bien relayer votre question parce que je ne sais pas exactement de quoi. Mais ça n'est pas que avant la sortie pour autonomiser les parents avant le retour à la maison. Mais je ne sais pas exactement de quoi. Ah, les chambres, c'était par rapport. Ah oui, les chambres. Alors oui, c'est vrai que il y a certains services qui proposent un truc formidable, c'est qu'ils vont, après 1, 2 ou 3 mois d'hospitalisation, proposer ces fameuses chambres koala pour réhospitaliser la maman pour 24 ou 48 heures pour qu'elle passe une journée H24 avec son bébé avant de rentrer avec à la maison. Et ça D'accord. aussi, merci de l'avoir précisé parce qu'effectivement, c'est la deuxième utilité de ces chambres Ok. qui sont formidables parce que ça permet un peu de faire comme à la maison, juste avant de vraiment aller à la maison pour pouvoir poser les dernières questions qu'on a sur du quotidien voilà, pendant 24 heures. Ouais, ok. Parce que ça, toi, c'est quelque chose que tu observais en fait quand le bébé a été hospitalisé pendant quelques semaines, voire mois, le retour à la maison, ça peut générer de l'angoisse. Oui, ça génère beaucoup d'angoisse. En fait, c'est très paradoxal pour les parents parce qu'ils n'attendent que ça. Quand le bébé vient de naître, la première question généralement, c'est quand est-ce qu'il sort, Mm. quel que soit le terme. C'est vraiment la même question, quel que soit le terme. Avec vraiment, les parents sont sidérés, donc il y a une perte de repère. C'est-à-dire que même si le bébé il fait 800 grammes, ils vont dire mais du coup, quand est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il faut que je prévoie des bodys? Est-ce qu'il faut que j'ai un lit? J'ai rien de prêt à la maison. Donc, on a Ouais. dit, il y a le temps. Et effectivement, ils ont très envie de sortir et de quitter cet hôpital. Et en même temps, quand on passe en néonat et que la sortie commence à se rapprocher, ils sont hyper contents. Et en même temps, il y a cette angoisse de devoir rentrer à la maison, alors plus ou moins grande en fonction de chacun, en fonction de l'histoire de l'enfant. Des enfants qui continuent à faire des ralentissements, qui ont du mal à manger, ce sera plus angoissant pour les parents qu'un bébé qui gère super bien. Et quand il y a eu 3 mois d'hospitalisation, on ne part pas aussi facilement Bien que sûr. quand il y a eu 3 semaines. Bien. Donc effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut accompagner. Et il y a pas mal d'hôpitaux aussi qui proposent ce qu'on appelle des hospitalisations à domicile, qui vont permettre justement lors de la sortie d'avoir une infirmière puéricultrice qui va passer 2, 3 fois par semaine comme une hospitalisation à domicile où par exemple on a de l'oxygène, où on a une sonde et puis les soignants passent pour faire ce qui est les soins nécessaires. Et bien là, même si le bébé n'a pas de sonde ou d'oxygène, parce qu'il y en a certains qui sortent avec, même s'il n'a rien, ben là, l'infirmière, elle sera là pour vérifier que tout se passe bien à la maison. Et on fait ça sur un mois à peu près. Elle va diminuer après ce nombre de visites. Ça doit être Euh, super rassurant, ça. et ça, c'est les parents, le Ouais. retour des parents, Bah ouais. ils adorent, quoi. Le souci, c'est que tous les hôpitaux ne peuvent pas le proposer parce que ça n'existe pas partout. Et que quand ce n'est pas le cas, on va essayer de mettre un relais en place avec la PMI pour que les puéricultrices de PMI viennent faire des visites à domicile à la maison pour aider les parents à trouver des ressources ou à répondre à leurs questions dans leur lieu de vie, quoi. Et pour Voilà. finir sur cette partie sur l'hospitalisation, toi, c'est quoi les conseils que tu donnes aux parents pendant cette période-là? Alors, non pas tant sur les soins du bébé, enfin, on en a Non, parlé non, sur oui. la partie soins de développement, mais pour eux aussi tenir le coup face à ça, parce que c'est quand même pas forcément évident. Alors, le conseil principal, moi, je leur dis, prenez soin de vous et écoutez-vous. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez besoin de vous mettre dans une bulle pour vous occuper de votre bébé et que de toute façon, ça vous demande tellement de ressources, eh ben, mettez-vous dans une bulle avec votre mari, avec votre conjoint, avec le second parent pour vous occuper de bébé. Et les autres, ils attendront. Le quotidien, il se débrouillera. En fait, vous êtes dans une situation alors de guerre, peut-être pas, mais c'est une Ouais, situation, oui, quand même, c'est un combat. C'est vraiment un combat. D'ailleurs, les mamans, elles parlent souvent de leur petit guerrier. C'est un ouais. combat. Et dans ce cas-là, il faut prioriser. Ça veut dire que la maison, le ménage, on s'en fout. Les courses, on va essayer de se faire des drives. Les plats congelés, c'est très bien, hein, il n'y a pas de souci. Si jamais il y a des grands, on va les accompagner, mais on va expliquer que peut-être ce serait bien 2 fois dans la semaine d'aller à la cantine. Tu vois, pas toute la semaine, mais voilà, chacun à son niveau va donner un coup de pouce pour que ce soit plus facile. Peut-être que la grand-mère, elle peut le récupérer le mercredi. Peut-être que la voisine, quand elle va chercher ses courses, elle peut nous ramener quelque chose. Peut-être que... Voilà, c'est se faire aider de cette façon-là et ne pas s'encombrer. Parce qu'on se retrouve vite à devoir rassurer les autres aussi. C'est-à-dire que tout le Mm. monde appelle pour prendre des nouvelles. Et en fait, au lieu d'être soi soutenu, on soutient les autres. Oh bah ma pauvre, oh là là, mais du coup, c'est dur. Ça, c'est pas aidant, quoi. Donc, en fait, si les parents, ça leur fait du bien, gardez les gens qui vous sont soutenants, qui vous entourent,
Et puis ceux où c'est compliqué et vous voyez que ça vous fait encore perdre plus d'énergie, et ben on les met de côté. C'est-à-dire qu'on leur explique, là c'est dur, on a besoin d'être entre nous. Dès que ça ira mieux, on rouvre, on rouvre la Mais en mode communication. économie d'énergie, on priorise C'est à tout fond à fait ça. et on devient Ouais, un peu c'est égoïste ça. aussi, au sens où c'est un Ah ouais, moment où on carrément. ose. On devient égoïste. Ouais. On devient égoïste parce que si tu t'épuises, tu peux pas avoir des ressources pour t'occuper de ton bébé. Et on est vraiment, c'est un marathon. C'est vraiment ce que les parents disent, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sur la longueur que ça devient fatigant. Donc vraiment, se faciliter la vie, il y a des choses qui sont vraiment pas primordiales. Voilà, on ne cherche pas à être la super maman, quoi. On est vraiment au jour le jour et on fait ce qu'on a besoin. Ok, Voilà, avec la mesure du possible, hein. bien sûr. C'est-à-dire qu'on sait bien, hein, qu'il y a des Oui, on va choses pas qui sont pas abandonner son évidentes, hein. aîné, on est d'accord. Je Voilà, veux dire c'est ça. qu'on se rappelle plus tard. On est Mais d'accord. on peut lui expliquer et du coup, son aîné lui dire, bah voilà, il y a là ton petit frère ou ta petite sœur, elle a vraiment besoin que je sois là parce que tu vois, elle peut vraiment rien faire et elle devrait être dans mon ventre et j'ai besoin d'être avec elle. Par contre, quand je serai à la maison, je te promets, ce truc-là que tu aimes bien qu'on fasse ensemble, et ben je me débrouillerai pour qu'on le fasse. Et du coup, ce sera beaucoup plus facile pour le grand de savoir qu'il aura un temps dédié et que ça bougera pas. Ouais, je Voilà, comprends. de pouvoir, du coup, j'en profite, hein, de pouvoir dire au grand vraiment ce qui se passe avec des mots très simples, de ne pas cacher la situation, parce que alors après on s'enferme dans des mensonges, des machins. Le grand, il voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Donc juste de dire très simplement, bah, il est né trop tôt, on le prend en charge à l'hôpital. Oui, papa et maman, ils sont inquiets, mais c'est pas de ta faute. Et ne te soucie pas de ça, quoi. Voilà, ça va aller, mais pour le moment, ça va être un peu compliqué. Mais après, voilà, on se retrouvera ensemble et c'est important. Ça permet aussi de relâcher la pression. Il y a quelque chose que, parce que du coup, Marie a rédigé pas mal d'articles qui sont dans un programme, mais sur la prématurité. Il y a quelque chose que j'ai appris avec toi et que j'ai trouvé hyper intéressant. Tu disais, parce qu'au début, je ne comprenais pas, tu disais qu'il faut bien dire aux aînés, aux autres enfants, de ne pas culpabiliser. Et je ne comprenais pas trop pourquoi ils pourraient culpabiliser. Est-ce que tu peux l'expliquer? Parce que je trouve que c'est. Enfin, moi, je trouve ça Oui, pas tout. alors de façon générale, on dit souvent, alors c'est un peu de la psy de comptoir, mais que les enfants portent les valises de leurs parents. Hmm. Ça veut dire qu'un enfant, il a envie que son parent il aille bien. Il a envie de le voir sourire, voilà. Et tout de suite, quand le parent ne renvoie pas ce sourire, par exemple un enfant, on sait qu'il sourit beaucoup pour renvoyer le sourire de l'adulte vers lui, puisque c'est ce qui se passe quand on est bébé. Le bébé il sourit, l'adulte il sourit. Donc quand l'enfant il sent que ça va pas bien, il va essayer de provoquer ça chez l'adulte pour se rassurer. Et là, il sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Donc, du coup, directement, il va se dire c'est de ma faute. Pour peu que pendant la grossesse, on lui dit attention, fatigue pas maman, fais attention au ventre, maman elle peut pas te porter, Et ça, enfin on ce dit genre de tous un peu choses. forcément Et on le dit ça. tous, bien Ouais. sûr. Bah bien sûr, et puis c'est vrai que Bah oui, maman est il est fatiguée, plus qu'il faut faire lourd. attention. Tu essayes de monter tout Mais seul les du coup, escaliers, je eh peux ben, le monter. quand ça se passe mal, il se dit ah ça va être de ma faute quoi. C'est voilà, c'est parce que j'ai pas été sage. Voilà, il dit c'est de ma faute si maman elle va pas bien. Et la deuxième chose qui est très intéressante, c'est cette petite pensée magique qu'ont les enfants avant 7 ans, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils ont un pouvoir sur le monde qui les entoure. Mm. Et l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille, chez tous les enfants, généralement personne n'est vraiment ravi et inconsciemment on aimerait bien que ce bébé ne franchisse pas les portes de la maternité et s'il pouvait rester là-bas, ce serait parfait. Et donc là, et ben, c'est ce qui se produit vraiment. Le bébé, il est né et il reste à la maternité. Il rentre pas à la maison. Et donc, du coup, l'enfant, il peut avoir l'impression que c'est parce qu'il a pensé ça, qu'il a souhaité ça, que ça arrive. Et alors, pour peu que le bébé, il aille pas bien, qu'il y ait des phases où il y ait des moments où ça s'aggrave, où tout le monde est inquiet, c'est très, très important de pouvoir mettre des mots en disant ce n'est pas de ta faute. C'est Ouais. la faute de De le personne. Et vraiment formuler, de en le dire. fait. Voilà. Vraiment, de le De le dire. formuler, de dire ce n'est pas de ta faute, ce qui arrive. Voilà. C'est de la faute de personne. On fait. Et tu, voilà, tu n'es pas responsable et on va faire au fur et à mesure. Voilà, Ok. c'est pour ça que c'est super important. Et puis de se dire que l'enfant, en fait, n'a pas les mêmes représentations que nous. Ça veut dire que nous, tout de suite, dans nos têtes, un bébé qui vient naître, c'est 3,5 kg, avec des belles joues roses, le petit chapeau, le berceau, le doudou et tout. Quand c'est le premier de la fratrie, en fait, votre aîné, pour lui, un bébé, pour peu qu'on lui ait acheté une poupée Corolle, c'est la même taille que le petit frère qui est vraiment né, hein. Ouais, c'est vrai. donc, en fait, nous, en tant que parents, on va se projeter en disant, oh là là, qu'il est petit. Et puis, bah, en fait, l'enfant, pas du tout. Bah, il est petit. Ok, il Oui, est et petit. ça veut Ah, pas et puis dire qu'on dans une n'hésite pas à boîte? montrer des photos et tout, parce que finalement, il Non, n'a pas forcément, lui, non, il n'a pas ces la repères-là. Et puis notion de qu'il est très répondre aux petit. questions. Bah, il est dans une boîte. Bah, c'est pas vraiment une boîte, en fait. Effectivement, c'est pour qu'il ait bien chaud.
enfin voilà, et il y a plein de livres qui sont formidables pour accompagner ça justement et de mettre des réponses simples parce que c'est pas évident hein, comme parent, en tant que parent d'accompagner. On a nos émotions, on a nos peurs et du coup pouvoir réussir à être serein pour dire à son enfant mais oui oui c'est normal, il en couple et tout, ça demande Ouais. des efforts. Donc avoir certains ouvrages pour lire en même temps avec l'enfant, ça peut aider. Ouais. Et là-dessus, on a une super fiche sur May avec, je crois, 10 ouvrages qui peuvent aider à mettre les mots, à en parler. Dessus, ouais. Alors, on a parlé de l'hospitalisation. Si on parle maintenant du retour à la maison, comment ça se passe quand on rentre à la maison avec un bébé qui est né avant sa date de terme? Enfin, la date de terme plutôt. Alors pareil, en fonction du terme, beaucoup d'angoisse, hein, comme on disait tout à l'heure. Énormément, en fait, les mamans, enfin et les papas aussi, hein, beaucoup d'ambivalence, parce que c'est le plus beau moment de leur vie. En fait, c'est beaucoup de parents le considèrent comme une deuxième naissance, ce Mm. moment-là. Le vivent vraiment comme ça. Et c'est des dates qui restent aussi marquées autant que la date de naissance. Ouais. Puis une libération aussi, Euh, j'imagine, c'est une libération, je vais un faire ce que je veux. peu Enfin, voilà, décharge le poids du on stress. est chez C'est que moi, c'est bon, quoi. voilà. Ouais, c'est super. Et en même temps, ils ont été entourés, couconnés, chouchoutés. Enfin, ils ont eu pendant toute l'hospitalisation des professionnels 24 heures sur 24 qui pouvaient répondre à leurs questions, qui étaient à côté d'eux s'il y avait besoin. Et là, ils sont tout seuls à la maison. Mm. Et ça, c'est un petit peu difficile de savoir quoi faire. Et l'air de rien aussi, il faut vraiment les rassurer sur ce temps de découverte de leur enfant, parce qu'ils le connaissent déjà. Mais comme il n'y a pas forcément des chambres mère-enfant, ils les connaissent. Maximum, disons que s'ils sont restés de 8 heures à 20 heures le soir, ça fait 12 heures par jour, ce qui est énorme, mais ça reste que la moitié de la journée. Mm. Donc c'est vraiment important d'en parler avec d'autres parents, avec les professionnels. On a des parents qui disent oh là là, mais qu'est-ce qu'il pleure? Il pleure beaucoup, il pleurait pas comme ça quand j'étais avec lui. Bah, en fait, si, peut-être, mais vous n'aviez pas le 24 sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Ouais. Donc, il faut vraiment beaucoup d'indulgence, en fait, Et avec puis ça. j'imagine, enfin, j'ai eu la chance que mes enfants me naissent même plutôt au bout du bout, mais j'imagine aussi que quand on est à l'hôpital, en fait, dès qu'on a une question, dès qu'on a un doute, il y a quelqu'un pour y répondre. D'être seul Oui, face à son enfant et de se dire, mais là, en fait, je ne sais ouais. pas pourquoi il pleure et je peux poser la question à personne, c'est C'est nouveau ça, aussi. c'est pas évident. Et souvent, les services de néonat disent, mais vous pouvez continuer à nous appeler hein, si ça va pas à la maison. Enfin, nous, on faisait ça. Et puis, des fois, à 3 heures du matin, le téléphone il sonne parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de souci d'appeler à 3 heures du matin. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, Ouais, voilà, le fait de savoir qu'on va pouvoir appeler, déjà, ça va vachement mieux. Le fait de ouais. savoir que s'il y a un problème, il y a quelqu'un au bout du fil. Après, moi, j'aime beaucoup la néonate parce que pour moi, c'est vraiment une période de transition entre la réa, entre vraiment la prématurité où on est sur de la survie, sur voilà, et la maison. C'est-à-dire que la néonate, c'est la transition où on va justement encourager les parents à leur apprendre à observer leur bébé, à se détacher de ce foutuscope et après de dire aux parents, bah, vous avez vu là, vous avez vu avant que ça sonne qu'il y avait un truc qui allait pas, qu'il est en train d'avaler de travers, que voilà. Et du coup, la néonate sur des hospitalisations très longues, c'est vraiment essentiel cet accompagnement des soignants où on autonomise. Alors, c'est pas les parents, ils sont capables de mettre une couche et de donner un biberon, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment la couche, ils auront le temps d'apprendre à la maison. Mm. De travers, on s'en fout. Par contre, de se dire, ah là, je sens qu'il est douloureux, je crois que c'est comme ça quand il a mal au ventre. Ah là, il est en train de dormir, il faut que je le laisse. Ah là, là, il est en train de se réveiller. Voilà. En fait, c'est le côté, moi je vois le verre à moitié plein et je dis aux parents, bah, on vous offre la possibilité de bien découvrir votre enfant et vous avez plus de ressources que si vous aviez passé 3 jours en maternité où là, Ouais. au bout de 3 jours, on se débrouille vraiment tout seul, quoi. Mm. Donc en fait, vous connaissez déjà très très bien votre bébé. Donc Ok. c'est un gros atout. Et puis du coup, ça permet de prendre confiance aussi, j'imagine. Tout à fait, ouais, 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 ouais. Et ils connaissent bien leur bébé. D'ailleurs, ils le connaissent mieux que les soignants. Parce que nous, soignants, on les connaît parce qu'on s'occupe d'eux pendant 12 heures, qu'au niveau technique, on sait faire des choses, qu'on sait détecter des trucs. Mais en tant que parents, eux, ils le voient tous les jours. Et ils le dévorent des yeux. Donc, ils sont capables de nous dire dès qu'il y a un tout petit truc qui est différent de la veille. Alors que nous, soignants, on ne verra pas forcément que il a mis la tétine de telle façon alors qu'hier il l'avait mis de telle façon. Donc en fait, c'est vraiment important de leur dire oui, nous on les connaît, mais de façon générale. Mais la personne qui connaît mieux son bébé, c'est vous. C'est vous qui allez nous dire aujourd'hui il est plus fatigué, aujourd'hui il est en forme. Ouais. Voilà. C'est vraiment les revaloriser hein, parce qu'ils ont les compétences. C'est juste que c'est beaucoup de peur et c'est normal. Et une fois que le bébé est né, et c'est peut-être, on a eu pas mal de questions sur ces sujets-là, il y a du coup cette notion de âge réel, âge corrigé, qui fait que les parents s'interrogent pas mal sur quand est-ce qu'il doit faire ci, quand est-ce qu'il doit faire ça. Donc, par exemple, on a eu la question de la diversification alimentaire. Est-ce que on le fait à quel âge en fait, quand le bébé est né en avance?
Alors, juste pour un petit rappel de l'âge corrigé, l'âge réel, c'est l'âge de naissance. En fait, le bébé est né à telle date, donc c'est son âge réel. Et l'âge corrigé, c'est quand on met en relation avec la date à laquelle il aurait dû naître. Donc, en gros, si on a 2 mois d'écart entre la date de naissance et la date prévue d'accouchement, quand le bébé va faire des acquisitions, on compte en âge réel. C'est-à-dire qu'en gros, il a 3 mois. Donc là, comme il a 3 mois, on considère qu'il pourrait commencer éventuellement à tenir sa tête. Et en plus, comme ça fait 3 mois qu'il est né, la pesanteur a commencé à jouer, il a bougé, donc il a commencé à muscler son cou, donc il serait capable de le faire. Mais son âge corrigé fait qu'il n'a que 1 mois au niveau développement neuro. Donc du coup, peut-être qu'il y a encore des petits trucs qui sont pas assez matures pour que vraiment le maintien de la tête soit possible. Donc en fait, cet écart entre les deux, alors quand c'est 2 semaines, bon, Oui. quand c'est 4 semaines, ça commence à jouer un peu. Par contre, quand tu es sur 3 mois de différence ou 2 mois de différence, là, ça joue vraiment. Donc, de toute façon, les acquisitions des enfants, elles ne sont pas comme ça Oui. précises. Heureusement, maintenant, on donne, en fait, c'est une fourchette, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'on dit, il est censé à peu près faire cette acquisition entre tel âge et tel âge. Et on commence à se poser des questions si à tel âge, ça n'a pas été fait. C'est comme ça qu'on réfléchit pour tous les enfants. Avec un bébé prématuré, on va avoir cette différence entre l'âge réel et l'âge corrigé qui va servir de bonus. Ça veut dire qu'on va se dire, bon, déjà normalement, il a cette fourchette-là pour le faire. Si dans cette fourchette-là, il ne l'a pas fait, on sait qu'on a 2 mois de bonus où on lui laisse encore le temps de le faire. C'est ça qui est important. Donc en fait, ça, tu vas le prendre pour tous les trucs. Pour Et tout. l'observation de ton bébé, ça va être ce qui va le mieux t'indiquer de quand est-ce qu'il faut le faire. La diversification alimentaire, ça n'a pas de sens de le proposer à un bébé qui n'a pas de tonus pour tenir assis. C'est-à-dire qu'un bébé qui est complètement comme ça, qui n'est pas intéressé par de nouveaux goûts, de nouvelles textures, bah, ça ne sert à rien d'insister. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas proposer. Tu peux tester. Et puis, c'est ce qu'on dit dans la diversification. Tu essayes une cuillère, tu vois si ça passe. Si vraiment, ce n'est pas son truc, plutôt que d'avoir quelque chose de négatif, on attend, on réessaye 15 jours après. Quand il a un tonus supérieur qui est un peu meilleur, quand on sent qu'il est un peu plus éveillé et intéressé par ça. C'est pas un échec, en fait. C'est le petit bonus qui nous permet de voir. Et typiquement, du coup, sur le sujet de la diversification, aujourd'hui, on recommande de commencer la diversification déjà sur une fourchette entre Ouais. 4 et 6 mois. Donc, c'est déjà une fenêtre de 2 mois. Donc, toi, ce que tu dis très concrètement, c'est que la diversification, on peut en âge réel, j'imagine, commencer peut-être pas à 4 mois pile, du coup, si c'est un grand prématuré, Ouais. peut-être un peu plus tard. Et on pourrait aller jusqu'à 6 mois plus l'âge, enfin, le délai d'âge, quoi. Oui, en fait, il faut vraiment s'adapter. Je me détache un peu de ça parce qu'on sait qu'au début, la diversification, c'est pas des apports nutritifs en fait. Non, Enfin, c'est vraiment de la la découverte. découverte, Et je quoi. me détache de ça parce qu'en fait, l'oralité, c'est quelque chose sur les très grands prémas qui est hyper importante parce qu'on les a beaucoup embêtés au niveau de l'oralité. Maintenant, on fait vachement plus attention avec les soins de développement et tout ça. Mais en fait, on va beaucoup Oui, les aspirer dans la sondes, bouche, faire etc. des soins. Et puis ces bébés qui doivent prendre du poids, c'est des bébés qu'on a forcé un peu à manger, l'air de rien. Et c'est des parents qui sont déjà inquiets sur les biberons, qui ont déjà des fois du mal à finir des biberons. Alors des fois ils se disent bah, avec les purées ça va mieux se passer. Alors parfois le fait d'introduire une cuillère c'est autre chose qu'un biberon, l'enfant est curieux et ça temporise un peu et c'est le bon moment. Il y a des fois où il faudra vraiment lui laisser le temps d'être prêt pour pas que ça devienne une autre stimulation négative et que du coup ça bloque tout et qu'il refuse et qu'on tombe Ouais. dans un truc où ça devient compliqué. Pareil, moi je suis super vigilante par rapport au suivi en ville. J'ai eu une maman l'autre jour où les enfants ils avaient 6 mois par exemple et le médecin en gros il disait bah à 6 mois il y a 4, on fait que 4 biberons par jour quoi. Bah oui, sauf qu'en fait il est sorti de la néonate, mettons il y a 3 mois, ou, enfin on fractionnait beaucoup plus en fait par rapport aux apports. Donc on peut pas d'un coup faire comme un bébé qui est On peut né pas à passer de terme 8 à 4. ouais c'est ça. Ouais. Donc en fait, d'essayer, alors là j'ai pris 6 mois, c'était peut-être pas le bon exemple, mais de se dire si quand il est sorti de néonat, il était encore à 7 biberons avec des petites quantités fractionnées, on ne le passe pas à 4 biberons 15 jours après sous prétexte en âge réel, il a tel âge quoi. Ça n'a pas de sens, c'est qu'à 4 mois on est à tant de biberons. On va rester avec ce qu'on faisait en néonat. Si en néonat cette quantité-là ça lui allait bien, on reste comme ça, et puis quand on voit qu'il boit mieux, on rajoute un peu, du coup on diminue le nombre de biberons dans la journée, et puis ça se fait tranquillement de ne pas mettre cette pression et du moment que la courbe de poids elle continue à être croissante, de toute façon il faut arrêter d'essayer de courir pour rattraper le poids. Ouais, bien Il sûr. ne va pas rattraper le poids et en fait on attend à peu près que les courbes se rejoignent entre un bébé préma et un bébé pas préma après 2 ans.
Ah oui, Donc on a le hyper temps. tard. Ah mais oui, c'est hyper tard. Donc arrêtez de courir et de faire des bébés qu'on va entre guillemets gaver, qui du coup vont avoir des rejets, qu'on va du coup épaissir, qui du coup vont avoir mal au ventre. Et alors après on est dans des trucs pas possibles. Donc voilà, si ça se passait bien en néonat et qui grossissait bien comme ça de cette façon de faire, ben, on va continuer comme ça avec les recommandations des pédiatres de néonat sur les apports et tout. Mais on garde la façon qu'on avait de Oui. faire et du Et sur moment le que la poids, ce prise qui de importe, poids elle c'est est la courbe, régulière, quoi. C'est pas de rattraper. c'est ça. Non, en fait, ce qui importe, c'est que la courbe, elle soit correcte. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui est hyper important pendant toute l'hospitalisation. Les bébés qui grossissent trop vite, c'est des bébés qui vont avoir du mal à respirer. C'est en gros, si tu deviens un peu trop gros d'un coup, bah, c'est des bébés des fois qui ont des retours en arrière au niveau de la ventilation parce qu'ils ont pris trop vite du poids et du coup par derrière ça ne suit pas. Donc en fait ça sert à rien de grossir très vite. Mais du moment que la courbe elle est belle, et voilà, c'est-à-dire que s'il a l'habitude de prendre 20 grammes par jour, et ben, tant qu'il continue à prendre ses 20 grammes par jour, c'est super. On a eu une question qui est arrivée de Claire. Donc, en fait, son pédiatre lui a proposé la diversification à 4 mois âge réel, ce qui est en Ouais. fait 2 mois en âge corrigé, en raison de son IPLV, je pense peut-être APLV, ou alors, Oui, allergie, ouais. enfin, soit l'allergie au lait de vache, soit Intolérance, ça doit être intolérance. intolérance, ok, Ouais. pour aider à la prise de poids. Mais du coup, elle a un peu peur que ce soit trop tôt. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, en fait, Le thème, comment c'est la elle, prématurité, pardon. Je réponds juste à une question qui est arrivée. pardon, oui, en fait, comment elle sent son bébé prêt ou pas à tester la QI. En gros, c'est ça. Comment elle le sent. C'est-à-dire, si on enlève tous les problèmes de poids, si on essaye de ne pas penser à l'intolérance et à la prise de poids, etc. Comment elle, est-ce que ce serait le moment où elle lui proposerait la cuillère? Et si elle a un doute, elle peut lui proposer, voir comment ça se passe et se dire non, il a pas l'air, bon, bah, j'attends encore un peu. Parce que le souci, c'est qu'en fait, on dit aux parents, il ne prend pas assez de poids avec le lait, donc vous inquiétez pas, la diversification, elle arrive. Sauf que nous, on sait très bien que la diversification, elle n'est pas là pour apporter des quantités dans les premiers temps, Ouais. mais pour justement le plaisir de la découverte. Donc, c'est pas les 3 cuillères de carottes qui vont faire qu'il va prendre 40 grammes, quoi. Mm. Donc, C'est clair, c'est c'est vrai. pas évident en fait. Et c'est vrai que là, tout dépend de l'hospitalisation d'avant, de comment ça s'est passé pour la mise au biberon. Est-ce que les biberons c'était galère? Il y a plein de choses en fait qui vont jouer par rapport à ça. Et donc en fait, j'ai envie de dire comment lui il est. Est-ce que Bah, c'est un truc alors qu'on Claire répond qu'il n'a pas l'air très intéressé par la nourriture pour le moment. Donc du coup, j'imagine que ton conseil, ça va être qu'il n'y a pas d'urgence, quoi. Bah, c'est ça, et puis de revoir avec le pédiatre enfin, comment lui, quel est le processus qu'il imaginait. Parce que des fois, les pédiatres, ils vont dire, alors la première semaine, on va être sur 10 grammes, et puis vous passez à 20, puis 30 de purée, puis 100, et puis machin. Sauf que derrière, c'est des enfants qui ne sont pas forcément prêts, quoi. Donc, parce que c'est en fait la diversification alimentaire, c'est aussi tout un truc de maturité de la langue et des muscles. Ouais. C'est-à-dire que diversifier, c'est aussi ne plus être dans les bras, mais être en face. C'est accepter qu'il y ait un outil extérieur qui rentre dans la bouche. Après, il faut être capable avec sa langue de pouvoir ramener la purée pour avaler. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place, quoi. Ouais. Donc le faire trop tôt, après, c'est des parents qui vont se dire, oh là là, vraiment, l'alimentation, c'est une catastrophe. Et ça colle une étiquette sur ce bébé-là et ça cristallise un problème. Ouais. Donc, en gros, si le pédiatre a dit, oh, vous pouvez essayer, Mm. bah, vous vous dites, oh, je ne l'ai pas senti tout de suite. Ok, très bien. Et c'est vrai que ça, je trouve que nous, en tant que parents, quand le pédiatre nous dit c'est le début de la diversification, on se voit un peu investi d'une mission, quoi. C'est-à-dire, ça y est, il doit manger. En Ouais, fait, on y va. il doit passer à ça. Alors qu'en fait, je trouve que ça relâche beaucoup de choses. En plus, le plan national de nutrition est remis à jour et est quand même très clair là-dessus. C'est-à-dire que la première année, l'alimentation de base d'un enfant, c'est le lait. L'alimentation, c'est le plaisir, la découverte. Et ces comportements-là, ensuite, on les ancre quand même pour un moment. C'est ça. Donc, ne jamais ne pas se dire. Moi, j'ai me souviens de moi-même en me disant, elle a mangé 3 cuillères, c'est l'enfer, pourquoi elle veut pas manger, etc. On se fout pas la pression, quoi. C'est vraiment au rythme de Non. l'enfant. Ouais. Et pour la prématurité, c'est important, comme tu dis, d'ancrer un plaisir justement autour de la bouche et de l'alimentation, quoi. C'est vraiment. Ouais. Et alors pareil, hein, les recommandations par rapport, alors on parle par rapport à l'allaitement maternel, mais c'est pareil avec du lait artificiel, c'est qu'en fait jusqu'à 7 mois, enfin les recos de l'OMS, jusqu'au début du 7e mois, les apports en lait sont suffisants pour les besoins de l'enfant. Et c'est à partir du début du 7e mois qu'on se dit qu'il peut y avoir des petites carences, qu'il va y avoir besoin de commencer à mettre des protéines, des machins, Ouais. voilà. Mais avant, voilà, après, il y a toute l'histoire de sensibilisation pour les allergiques. C'est bien de proposer un maximum d'aliments sur une certaine fenêtre et ça, on le garde en tête. Mais en même temps, si l'enfant il n'est pas prêt,
Voilà, il faut faire la balance bénéfice-risque. Voilà, comment Ouais, moi bien je le sûr. trouve. Si vous le trouvez, et puis si vous ne le trouvez pas prêt, vous allez être stressé. Donc ça Mm. va pas bien se passer en fait. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas convaincu que c'est le bon moment, déjà Ouais, c'est on se clair. met des difficultés quoi. L'heure tourne. On s'était dit qu'on prendrait 3 quarts d'heure Oui. et là, on a déjà un peu dépassé. S'il y a une dernière question, bien sûr, on la prend avec plaisir. Sinon, on va se quitter là. Mais avant ça, je voulais vous dire que sur le compte de Marie, il y a énormément de vidéos, de contenus, notamment sur comment mettre son enfant au sein, un enfant prématuré au sein. Enfin voilà, il y a plein de sujets. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Si vous avez des questions aussi, bien sûr, l'équipe de soignants sur l'app est disponible pour vous répondre. On est en train de mettre en ligne en même temps tout un programme de contenu sur la prématurité qui a été fait par Marie, justement, donc avec plein de réponses sur des sujets, justement, l'HRL, l'âge corrigé, etc. Donc, bref, j'espère que tout ça va vous apporter des ressources. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers Marie ou sur May si jamais vous avez d'autres questions. Ouais, Marie, merci. c'était super. Merci mille fois. C'était toujours Bah, très merci à clair, toi. très pédagogue et Merci. passionnante. Donc, merci Bah, c'est beaucoup. un plaisir. Et bonne journée de la prématurité à Bonne tous les journée. parents qui sont en plein dedans et bon courage pour Exactement. continuer. Ouais, merci beaucoup et puis bonne soirée à tous. Au revoir.